Comment ça va, Bertrand? Je vais super bien. Alors, pas stressé, hein? C'est la première chronique sur JMTV+. Donc, Bertrand est aussi auteur et a beaucoup travaillé dans le monde francophone d'une autre façon. Mais aujourd'hui, il laisse cette tunique de côté pour s'essayer à la chronique. C'est quelqu'un que j'apprécie, qui intellectuellement est assez cossu. Voilà pourquoi je lui ai permis d'être là désormais. Voilà. Bertrand, à toi de secouer la marmite de Karine Ramondi. Je vous félicite pour votre ouvrage. J'ai lu avec beaucoup de plaisir. Je vous remercie. Beaucoup de plaisir. J'ai pu retenir quelques parties, accusées notamment de pratiquer la sorcellerie, concernant ici Boganda et Nyobe, de pratiquer également la polygamie. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on nous le reproche. Je ne sais pas, c'est pas interdit d'avoir plusieurs femmes. Ah, alors qu'ici il y a Mazarine. Non, c'est un mauvais exemple ça. Je me rappelle quand je faisais ma demande pour la carte de résident permanent, il y avait une espèce de papier où je devrais, on va dire, attester en quelque sorte dessus que je ne suis pas polygame. Ça, je ne le savais pas. Et François Hollande alors? C'est récemment que j'ai... que je l'ai découvert. Donc, allons-y, Bertrand. Accusé d'enrichissement personnel ici de la part de Boganda, après Lumumba également. Mais ici, je vais insister sur un point qui est essentiel. Il ressort de cette lecture, entre autres, l'épineux problème d'archives dont la France ne souhaite pas déclassifier. Vous en parliez il y a quelques minutes. À la différence avec d'autres pays impliqués dans le pillage et massacre lors de l'esclavage et de la colonisation, la France refuse de créer une commission d'enquête pour mettre la lumière sur ce problème qui est assez important. Pourquoi? Sur l'esclavage? Non, pas sur l'esclavage, mais non seulement la colonisation, mais aussi la néocolonisation. Mais qui ne s'arrête pas, on voit comment on vient d'adouber le fils de quelqu'un quelque part, là, comme d'habitude. Ça, c'est un choix politique. C'est quelque chose ce qui se fait en Belgique est finalement assez exceptionnel. Il y a eu cette commission d'enquête sur la responsabilité, effectivement. Ouais, sur la responsabilité des autorités belges dans l'assassinat de Lumumba. Aujourd'hui, une commission sur l'histoire coloniale et le Congo, voilà. C'est quelque chose qui n'existe pas ou qui n'a pas été, qui ne s'est pas exporté en tous les cas. Justement, c'est ce que j'ai envie de comprendre. Il y a eu récemment l'Allemagne qui a reconnu son implication dans le génocide de Nama, en Namibie, en effet, qui devrait verser une somme d'1 milliard d'euros. Une réparation, oui. Une réparation. Qui ont été refusées. Voilà, qui a été refusée par les descendants. Tout à fait. Au moins, il y a cette démarche-là. Cette démarche-là. Qu'on ne trouve pas en France. Voilà, qu'on ne trouve pas en France, de reconnaître que, oui, nos ancêtres ont génocidé, ils ont massacré ces populations, mais pour le cas de la France, d'ailleurs, ils admettent, on va dire même à demi-mot, le passage déjà de François Hollande au Cameroun, qui a trouvé que les massacres en territoire bamiké Bassa étaient des exactions. Alors j'aimerais que M. Hollande vienne me dire si ce que l'armée nazie a fait en France était des simples exactions. Justement, et sans oublier François Fillon, qui disait que la colonisation était plutôt une très bonne chose pour l'Afrique parce qu'ils nous ont ramené... tu parles de ce monsieur qui employait effectivement sa femme là, et ses enfants. Effectivement. D'accord. Ils nous ont appris à s'habiller, ils nous ont ramené, je sais pas, ils ont construit des routes, ils ont fait des hôpitaux. Et c'était plutôt une bonne chose la colonisation. C'est quelque chose que j'ai du mal. Je ne suis pas... historien de formation, mais je suis féru d'histoire, je m'intéresse beaucoup à l'histoire, notamment à l'histoire de l'Afrique. Et il y a une dernière partie que je voulais aborder. Tout à l'heure, vous avez la plupart du temps cité des personnes. Je n'ai pas personnellement un problème avec le fait qu'on soit blanc et écrive sur l'Afrique. Il y a des Africains qui sont noirs, qui écrivent sur l'Afrique, d'ailleurs, pour dire tout et n'importe quoi. D'ailleurs, même parfois, pour déifier les colons, en disant qu'ils avaient raison de venir en Afrique imposer l'esclavage, la colonisation, parce que nous étions des sauvages. Il y a plusieurs auteurs africains qui sont noirs, je vais éviter de citer les noms. Tu as le droit, hein, si tu peux prouver ce que tu dis. Donc pose ta question, Karine va répondre.
je voudrais insister sur ce point-là, des Occidentaux qui parlent de l'Afrique ici et qui se présentent comme étant des spécialistes de l'Afrique. Moi, j'ai du mal avec cela. Tout à l'heure, on parlait du sommet France-Afrique. La France, qui n'est qu'un petit territoire, ne peut pas avoir en face l'Afrique qui fait 31 millions de kilomètres. C'est-à-dire, parler pour moi personnellement de sommet France, qui n'est qu'un pays, en face avec l'Afrique, qui est un grand continent de 31 millions d'habitants, ça me pose problème. Le deuxième point, je vais chuter par là. On ne peut pas être sérieusement spécialiste de l'Afrique. Ça me pose problème. Même pas les Africains. Même pas les Africains eux-mêmes, parce que les Occidentaux, la plupart du temps, on dit spécialiste de l'Afrique, alors qu'en France, on va dire spécialiste de la France, spécialiste de l'Allemagne, on va dire ça comme ça. Spécialiste, je ne sais pas, de la Belgique, spécialiste de la Hollande. Mais pour le cas de l'Afrique, pourquoi on parle de spécialiste de l'Afrique alors que l'Afrique a 31 millions de kilomètres carrés? Il y a une Afrique arabophone, une Afrique francophone, une Afrique anglophone, une Afrique même lusophone. Hispanophone même d'ailleurs. Hispanophone, il y a des cultures, il y a même germanique. Hein, il y a tellement de choses que je trouve ça réducteur de parler de l'Afrique comme si on parlait d'un tout petit pays. On va laisser Karine Ramondi réagir là-dessus. Voilà. Oui, bien sûr, il y a même des personnes qui pensent encore que l'Afrique est un pays. Malheureusement. Bon, donc c'est dire à quel point il y a une méconnaissance. Nous, c'est vrai qu'entre spécialistes, après on détermine sur quel champ on est spécialiste, sur quel espace, sur quelle thématique. Mais c'est vrai que quand on est présenté, généralement, on dit, voilà, spécialiste des relations Europe-Afrique, par exemple. Mais vous avez raison, on ne peut pas être spécialiste de l'Afrique en soi. C'est un abus de langage, on va dire. Après, j'ai pas compris si vous aviez l'air de dire qu'en fait, quand on est occidental, on ne peut pas travailler sur l'histoire de l'Afrique. Non, j'étais en train de dire tout le contraire. Ah, d'accord. On a le droit, tout à fait, en tant qu'Européen, d'écrire sur l'Afrique, comme l'Africain également peut écrire sur l'Europe. Le plus important, ça reste ici d'être cohérent et objectif. Un travail scientifique, objectif. Tout à fait. Pour moi, si vous voulez, je crois que l'intérêt d'un travail, c'est les regards croisés. C'est-à-dire que dans ce livre, j'utilise tous les regards qui ont déjà été posés sur les sujets que j'aborde. C'est-à-dire que justement, je m'intéresse à comment est-ce que quelqu'un qui a travaillé, qui est originaire, par exemple, d'une région, voilà, va avoir une appréciation du leader, par exemple comme Niobé. Je parle par exemple d'Achille Mbembe, par exemple, qui voilà, connaît bien le terrain et qui est originaire de la région. Je vais aussi pouvoir, par exemple, utiliser les travaux d'auteurs qui ne sont finalement quasiment jamais allés en Afrique, et particulièrement pas au Cameroun, mais qui peuvent avoir une culture politique, une culture qui va les amener à avoir un regard intéressant sur le sujet. Je pense qu'en fait, c'est de ces mélanges que l'on peut tirer une force et un intérêt pour les sujets. Je ne pense pas que une vision monolithique des choses ou une vision portée par une personne peut avoir du sens. C'est le cas d'ailleurs de François-Xavier Verschaff, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. Il est bien blanc, pourtant il a écrit des brillants livres sur l'Afrique. Comme L'envers de la dette, qui fut interdit en France, pays des droits de l'homme. François-Xavier Verschaff, c'est un Français. Voilà, donc c'est pas forcément une affaire de couleur ou du fait qu'on soit français, mais l'objectivité scientifique. Non, puis on sait bien, quand on a lu Fanon, exactement, on sait que voilà, c'est pas forcément la couleur de peau qui fait l'état d'esprit. Vous parlez du chocolat Non, on ne va pas leur faire la pub à Bounty. Bon, dernière question, Bertrand. Ou dernière analyse, je ne sais pas. Voilà, pour nous à masque. Allons-y. Moi, j'ai posé la dernière question, donc pour moi, c'est fait. Très bien.
ton analyse et tes questions furent pertinentes. La prochaine fois, tu en feras un peu plus. Voilà, c'est déjà un très bon c'est une bonne première. Donc je te laisse retourner. Merci beaucoup Bertrand. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes sur JMTV+. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans le bœuf politique histoire qui reçoit aujourd'hui la chercheuse, l'historienne Karine Ramondi, que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau. Merci encore Karine d'être là. J'aurais dû vous connaître il y a 20 ans. C'est un regret. Je ne sais pas, peut-être dans une autre vie. Aujourd'hui. Bon, je vous connais désormais, je vous lâcherai, puis surtout si vous continuez d'écrire ce genre de livre. Hein, parce que ah, si je mets 10 ans pour écrire le prochain, on se reverra pas tout de suite. Ne vous inquiétez pas, je vous aiderai à écrire rapidement. Par exemple, il y a une belle histoire à écrire au Cameroun. Hein. Laquelle? Tout le monde connaît le lac Nyos, mais personne ne sait ce qui se passa 2 ans en amont. Et je suis rescapé de ce qui se passa 2 ans en amont. C'est à écrire. Je voulais l'écrire avec mon ami Yves Michalon, mais là il est malade. J'espère que tu vas mieux Yves, je vais te passer un coup de fil rapidement. Voilà, donc on revient sur ce livre, Leaders assassinés en Afrique centrale, 1958-1961, entre construction nationale et régulation des relations internationales. Un livre donc de Karine Ramondi qui est paru tout récemment chez l'Harmattan en France, un livre que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies de France et de Navarre. J'exagère en disant cela? Ça dépend ce qu'on entend par Navarre. Ah, vous savez. Bon. Mais je pense qu'il est en tous les cas, on peut l'acheter en version PDF aussi sur le site. Sur le site de l'Harmattan. Dématérialisé. Très bien. Ou vous allez, je vais faire la pub à Jeff Bezos, j'ai pas le choix. Vous pouvez aussi le commander sur Amazon. Ou la Fnac. Oh, la Fnac. J'espère qu'ils me verseront un sou un jour, bon, commençant par l'Harmattan. Voilà. Donc, dans ce livre, vous dites, je vais encore vous cuisiner un tout petit peu avant de vous lâcher, car j'aimerais bien vous garder toute une journée avec tout ce qu'il y a là-dedans comme richesse. Oui, et puis surtout, on pourrait aussi parler de l'illustration. L'illustration, qui est de qui? Ça me tient à cœur parce que c'est un peintre que j'aime beaucoup, qui est Sapin Makengele, et qui m'a fait l'honneur et l'amitié de faire une illustration originale pour le livre, où on retrouve nos 4 leaders, et donc c'est son inspiration, ses couleurs à lui, son style. Okay. Et j'invite tout le monde à découvrir son travail sur son site Sapin Art, S-A-P-I-N, plus loin, A-R-T. Voilà. Sapin Makengele. Makengele, qui est congolais. Je suis sûr qu'à Noël, je ne souffrirai pas, je sais où trouver le mien. Donc, vous dites en page 34, les États nés de la décolonisation auraient donc très largement, voire exhaustivement, puisé leur modèle national dans le modèle colonial dont les leaders de la première génération n'auraient su se démarquer ou s'affranchir. Oui. Pouvez-vous développer un tout petit peu? Je pense qu'en fait, en France, nous avons mis plusieurs siècles à créer la nation, et je pense que nous avons un modèle national qui est très centralisé, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne par exemple, et que les leaders parfois se sont trop inspirés du modèle national qui avait été, qu'ils avaient connu par le biais de la colonisation. Je pense par exemple Patrice Lumumba a écrit sur le fait que la nation congolaise devait être unitaire. Elle devait être centralisée, et je pense que c'est une réflexion qu'on peut avoir. Est-ce que quelque part, Patrice Lumumba, ça n'a pas été une erreur? Parce que la RDC est un pays très vaste. C'est un pays continent. Exactement, avec beaucoup de provinces très différentes. Et peut-être que l'organisation qui aurait dû prévaloir aurait été plus fédérale. Fédérale, en effet. Voilà, et que du même coup, le Cameroun, qui est moins grand, pour moi, doit être un État fédéral à au moins 15 États. Je l'ai toujours dit à ceux qui passent. Et puis concrètement, on voit bien que de toute façon, ces logiques trop centralisées échappent finalement au contrôle, et que finalement, il y a plein d'espaces dans ces pays qui sont des marges, sont devenus des périphéries, et qui peinent à rester, on va dire, dans le giron centralisé de l'État. Donc voilà, ça c'est une réflexion de sciences politiques qui m'est apparue.
parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que ces leaders ont eu une formation politique très accélérée. Très accélérée et très cloisonnée aussi. Très cloisonnée. Il fallait... Que quand même, on les a maintenus dans une quasi-ignorance quand même pendant très longtemps, avec l'impossibilité de faire des études supérieures. Donc en fait, c'est sûr que j'ai toujours beaucoup d'admiration quand je vois comment ces leaders ont réussi à faire autant en si peu de temps et avec si peu de choses. Et l'intelligence qu'avait quelqu'un comme Oumniobé qui n'avait pas fait d'études supérieures, c'est exactement. Ceux qui ont fait des études supérieures, je dis, on voit où ils ont conduit le pays de Oumniobé. Hein. C'est d'ailleurs un point commun de ces 4 leaders. Le travail, l'opiniâtreté, la ténacité à sortir de sa condition, à émanciper sa réflexion. C'est remarquable de ce point de vue. Et surtout ce qui ne veut pas dire qu'il faut tomber dans la géographie. Surtout l'amour pour leur pays. Oui. Et puis surtout la volonté d'outsider, d'être un outsider et de jouer sa carte. Il y a des gens qui vous rejoignent dans ces réflexions en page 310. Roland Félix Moumier assassiné à Genève par les services secrets français et Oumniobé assassiné par l'armée française aussi au Cameroun et humilié. Pensez ceci, l'école des cadres doit former des cadres qui se préoccupent des populations africaines. Oumniobé impose 2 conditions, ou bien propose 2 conditions. Pour y accéder, l'honnêteté politique et morale. Ne jamais se laisser corrompre ou compromettre. Éduquer les masses. En quelque sorte, c'était les réseaux sociaux avant l'heure, non? Oui. Oui, mais c'est les convictions que porte Niobé. C'est quelque chose auquel il croit foncièrement et qui peine à être accepté par tous. Je vais faire un rapprochement entre l'histoire et l'actualité. Car on a l'impression, je vous l'ai dit déjà dans cette émission, on a l'impression que la France, les autorités françaises n'apprennent pas des bêtises du passé. Ces jours-ci, un média sérieux français ou francophone accuse Jean-Yves Le Drian, ministre brillantissime, éternel ministre des Relations extérieures, de favoriser le gain des contrats par son fils, de voyager avec ce fils comme s'il était diplomate pour influencer, on a l'impression qu'il n'y a pas que le crâne dégarni qui le relie à Foucard. Les méthodes aussi semblent être les mêmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas regardé précisément l'affaire Le Drian. C'est quelque chose qui est sorti dans Jeune Afrique, je crois. C'est sorti aussi sur une chaîne de télévision que je préfère ne pas citer car... Bon, voilà. C'est des pratiques... oui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est encore sur des relents de France-Afrique, alors qu'en fait, finalement, cette France-Afrique, elle est complètement dépassée. Aujourd'hui, la relation France-Afrique telle qu'elle a été posée, on va dire un peu péjorativement, enfin pas un peu péjorativement, c'est quelque chose qui n'existe quasiment plus en Afrique. Les relations sont beaucoup plus... Les pays africains ont noué des relations différentes avec d'autres États. Et quand on voit ce type d'affaires, on se dit « Ah, c'est encore là, si c'est le cas, c'est encore là, mais de toute façon, c'est la fin. » Je vois M. Jean-Yves Le Drian qui a lu mon livre, mais qui n'a pas réagi car je dis des choses à temps. Je le vois en train de dire « Ah, c'est Jackie Moff aux mauvaises langues, ce n'était pas France-Afrique, c'était France-Asie. » Oui, puis c'était en Asie. C'est aussi en Asie, mais si ça se passe en Asie, ça veut dire qu'en Afrique, ça doit être le quadruple. M. Jean-Yves Le Drian. D'ailleurs, j'aimerais bien vous avoir en interview. Croyez-moi, ce ne sera pas le petit jeu que vous avez eu avec mon confrère Patrice Franjo, qui travaille pour France 24, dont on ne peut pas mieux vous cuisiner. Moi, je vous poserai de bonnes questions si vous osiez accepter de me recevoir, M. Le Drian. Je pense qu'à la fin, on me déchoirait de ma nationalité française, c'est sûr. Quand même pas, j'espère pas, en tous les cas. Oh, ça peut arriver, vous savez. Bon, page 42. Vous dites que l'école du colon est ambiguë. Pourquoi l'école du colon est-elle ambiguë?
parce que à la fois elle a vocation à apporter des connaissances, tout en ayant quand même, on va dire, la bêtise de penser que les enfants colonisés n'ont pas de référence, n'ont pas leur propre culture. Donc c'est déjà un problème, c'est déjà une ambiguïté. Et puis l'ambiguïté, c'est de vouloir créer, on va dire, un ensemble, un groupe de colonisés évolués, comme on disait à l'époque, mais pas trop. Pas trop. C'est-à-dire garder un sorte de contingentement. C'est écrit dans le livre, hein, très clairement d'ailleurs, c'est Georges Hardy qui le dit. Il ne faut pas donner trop de connaissances, juste de quoi servir d'intermédiaire pour assurer, on va dire, le fonctionnement d'une colonisation qui ne peut pas être financée entièrement par la France. Oui, d'ailleurs, le sommet de Lisbonne corrobore ce que vous écrivez. Vous vous souvenez du sommet de Lisbonne? Lequel? Il était dit là-dedans, ne leur permettons plus d'étudier dans nos grandes écoles, sinon ils seraient autant intelligents que nous et nous aurons du mal à les exploiter. C'était un sommet à Lisbonne. Voilà, donc c'est une réalité aussi. Et Lisbonne, où j'y étais d'ailleurs. Le jour où Sarkozy essayait d'imposer les ACP aux chefs d'État africains, samedi 8 décembre 2007, j'étais à Lisbonne. Et je vais vous raconter ce qui se passait à l'époque, c'est le téléspectateur Karine. Le président sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, se leva et claqua la porte au nez de Nicolas Sarkozy et convoqua un point de presse, je m'y rendis. Et il dit, mais ce petit-là, si c'est même que je suis le chef d'État le plus diplômé du monde, il me présente ses ACP qui viennent à Dakar, je vais lui présenter le NEPAD. Et en ce moment, le seul autre chef d'État africain qui a suivi Abdoulaye Wade, en claquant aussi la porte à Nicolas Sarkozy, s'appelle Laurent Gbagbo. Vous comprenez pourquoi Sarkozy l'a déposé pour mettre son ami en place? L'une des raisons, en fait. Bon. Il y a des choses, hein? Ouais, on apprend des choses. J'y étais. Et quand Laurent Gbagbo sort, j'ai le réflexe de lui dire, alors, président, il me dit, ah, mon petit Tchabaloko. Et le protocole, laissez-moi causer mon petit. C'est Laurent Gbagbo qui m'explique donc tout ce qui se joue à l'intérieur, puisque vous vous doutez bien qu'on s'était bien gardé de tenir les journalistes un peu à l'écart. C'est Laurent Gbagbo qui m'apprend ce qui se passe à l'intérieur. J'y étais. Bon, maintenant je vais vous poser des questions des téléspectateurs. Car les miennes sont nombreuses, je pourrais vous garder 3 heures. Hein. Vous voyez, je ne vous pose pas toutes, elles sont là. Hein. D'accord. J'ai tellement travaillé que, mon Dieu, ma tête a failli exploser. Alors, cette téléspectatrice qui vit en Belgique me fait vous demander, pour vous, la colonisation française en Afrique est-elle terminée? Avec tout ce qu'on vient de se dire, elle est terminée dans les formes qu'elle avait jusqu'en 1960, mais on sait très bien qu'il y a eu la volonté de recréer, après les indépendances, de nouvelles dépendances, dont certains États ont réussi à s'affranchir plus ou moins, et d'autres, avec d'ailleurs parfois quand même beaucoup de complicité, je pense qu'on peut le dire, ont gardé des liens avec la France très privilégiés. Bon, ben, vous parlez de complicité. Quand on sait qu'on peut prendre un Centrafricain, mettre à la tête d'un autre pays, prendre un Congolais, mettre à la tête d'un autre, vous doutez bien que celui-là ne va jamais se battre pour le pays qu'il dirige. C'est pas son pays. Je vous apprends rien, vous le savez, un peu. Bon, vous comprenez, chers téléspectateurs, lisez entre les lignes. D'ailleurs, la téléspectatrice avait envoyé la suite au cas où vous auriez dit oui, la colonisation est terminée. Elle disait, si la colonisation était vraiment finie, pourquoi la France a encore besoin de fabriquer des complots pour déporter les présidents qui ne marchent pas à la baïonnette comme Laurent Gbagbo? Voilà, c'était la suite au cas où vous auriez dit oui. Donc, la suite était là. Deuxième question, elle parle d'indépendance. Dans tout vous parlez d'indépendance dans ce livre. Oui. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a certainement lu ce livre. Elle parle d'indépendance dans tous ceux qui voulaient, je ne sais pas pourquoi elle a dit dans tous ceux, hein, dont tous ceux qui voulaient cette indépendance ont été liquidés par la France. À qui a-t-on donc accordé l'indépendance si ceux qui la voulaient ont été tués? Alors, moi je parle d'indépendance parce que ce vocable est important, parce que pour moi il signifie qu'on se place du point de vue des Africains. C'est-à-dire que la décolonisation, c'est un point de vue colonial. C'est quelque chose qui est
accordé ou négocié, ou au contraire se fait dans la violence, mais du point de vue des colons. L'indépendance, c'est quelque chose qui a été porté par les Africains, pour moi, avec plus ou moins de réussite. Donc ce terme, je le trouve plus optimiste, je le trouve plus africano-centré, et c'est pour ça que je l'utilise plus volontairement. Bon, ces pays sont si indépendants que leur monnaie est battue en France. Ils ne contrôlent pas leur économie. Ils n'ont jamais librement choisi leurs dirigeants. Si ça l'indépendance, j'aurais bien aimé que l'Allemagne reste à la tête de la France. C'est là qu'on voit que vous êtes Camerounais. Non, malheureusement, je suis français Bamileke. Français. Français et Bamileke. Je n'ai pas le Bamileke. passeport camerounais, je peux bon donc pas. On me l'a enlevé. Ah, d'accord. La double nationalité n'existe que pour les chefs, pour les dirigeants dans ces pays-là. C'est possible d'avoir la double et les nationalité. sportifs. Oui. Non, les hommes politiques au Cameroun et les sportifs. Bon. Je vais en citer quelques-uns. Samuel Eto'o. Ah oui. C'est mon petit frère du quartier. Nous jouons les mêmes ballons sur les mêmes terrains, nous allons dans les mêmes écoles. Lui, il a un passeport espagnol, puis camerounais. Ça ne dérange personne. Rigobert Song, j'ai joué avec lui. Il a 2 passeports. Je suis sûr que M. Paul Biya, par son épouse, même avant, avait déjà un double passeport. Mais moi, il y a même des Américains dans son gouvernement. Mais moi, je n'ai pas droit à ce double passeport. Voilà pourquoi je me présente comme étant Franco-Bamileke. D'accord. Mes ancêtres ne vont jamais me rejeter. Je vais toujours pratiquer mes traditions. Par contre, les autorités de mon pays d'origine ne m'acceptent pas. Mais ne vous inquiétez pas, j'aurai bientôt un autre passeport d'un autre pays africain. Ça ne changera rien. Bon, cette personne-ci, c'est un peu offusqué du fait que vous n'ayez pas pinaillé sur l'affaire Sylvanos Olympio, assassiné parce qu'il voulait battre Monet 3 jours avant. C'est un grand regret, qu'il le sache. Pour vous? C'est un grand regret de ne pas avoir travaillé sur Sylvanus Olympio dans cette thèse. Mais je l'ai expliqué pourquoi. Ça ne veut pas dire que je renonce à travailler sur le sujet. Ça fait même partie de mes futurs projets. Très bien. Si vous manquez d'entrée, je vous en trouverai. Comment pouvons-nous, en tant que descendants de ces leaders, lésés par ces pertes irréversibles, obtenir réparation au regard des torts occasionnés sur de nombreuses générations actuelles et à venir? À qui devons-nous en faire la demande? Là, ça dépasse mes compétences. Je ne sais pas à qui nous devons. Déjà, est-ce qu'il faut forcément demander réparation? C'est déjà un débat en soi. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Et puis, je vois pas précisément à qui on pourrait demander par l'État français. Et encore une fois, on raisonne là sur le domaine de compétences des Français. C'est pas tous les pays africains. Donnez-moi l'autorisation de lui répondre. Chère téléspectatrice, figurez-vous que je suis l'auteur du documentaire Charles Ntchouréré, un Africain face aux nazis. Charles Ntchouréré, c'est ce monsieur gabonais, né en 1896 à Libreville, qui a formé à Kati au Mali les tirailleurs sénégalais venus défendre la France. Il fut assassiné par l'armée nazie le 7 juin 1940 à Erennes, dans la Somme en France. En France, aucune rue ne porte son nom, on ne parle même pas de lui. Il n'existe pas. Ce monsieur, sans être officier, forma des officiers français à Fréjus, ici en France, sans être officier. Alors figurez-vous qu'après ce documentaire, j'avais adressé une lettre à M. François Hollande, président de la République française, pour lui dire: Monsieur le Président, ne pensez-vous pas qu'il serait temps qu'on ramène ce genre de personnes un peu au centre des débats? Et la réponse qui me fut adressée fut une catastrophe. On commémorerait assez comme ça les Africains en France. Vous voyez un peu la chose. Il faut blanchir tout, hein, sauf l'équipe de football. Mais le jour où il y aura de pénalty, on lui rappelle qu'il était français. Voilà, vous lisez entre les lignes, vous avez un commentaire là-dessus. Non, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Très bien. Dernière question de téléspectateurs, après je vais vous laisser tranquille, même si j'aimerais vous garder toute une journée. Peut-on vraiment parler de construction nationale et de régulation des relations internationales tant que ces assassins n'ont pas encore expliqué leur motivation, reconnu leur faute, demandé pardon et proposé des réparations durables et implacables sur nous, fils et filles de ces leaders assassinés, pour leur vision
et opinions. C'est compliqué ça, hein? C'est compliqué parce que la construction nationale, elle est quand même en marche. Ah, comme la République? Oui, alors. Oh, d'accord. Non, je parlais juste de la construction, moi, en l'occurrence. À partir du moment où il y a eu indépendance, quelle que soit la façon dont l'indépendance s'est passée, on est quand même au début d'un processus. Il faut rester positif, je crois. Oui. Après, évidemment, il va falloir du temps pour que cette construction soit appropriée par les acteurs, par les Africains eux-mêmes, c'est évident. Mais je le répète, en France, tout ceci a pris beaucoup de temps. Pourquoi est-ce que certains pays africains arriveraient à faire en 50 ans ce que nous avons mis 300 ans à faire? Pourquoi faut-il absolument qu'on copie le modèle français tout le temps? Non, justement, c'est ce que j'évoquais. C'est que l'idée de la construction peut se faire aussi différemment. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire par un certain nombre de paradigmes propres à l'Afrique, justement. Il faut chercher comment construire l'ensemble, le post-indépendance, à partir de ses propres valeurs et de ses propres fonctionnements. Chers téléspectateurs, vous demandez des choses à la France et je me dis comment vous faites pour ne pas voir ce que je vois. Observez bien, tous ceux qui font du sport, de la musique, gagnent des gros trophées pour la France, sont brûlés par le soleil comme moi ou un peu arabisés. Mais regardez, tous ceux qui dirigent sont tous blancs. Même ceux qui dirigent le football, que les Noirs et les Arabes, au sommet du monde entier, tous les dirigeants, les entraîneurs sont encore blancs. Comment vous faites pour ne pas voir ce que je vois, hein? Mauvaise langue, voilà. Dernière question, Karine. Alors, en analysant les rapports entre la France et ses ex-colonies, on a l'impression que la mort de ceux qui s'opposent à la politique coloniale ou la politique française, la mort est la seule solution pour Paris. D'ailleurs, Constantin Melnick, que vous connaissez sans doute, l'écrivait dans son livre « La mort était leur mission », publié chez Plomb en 1996. Pourquoi la mort est éternellement la solution que la France propose à ceux qui ne sont pas d'accord avec ses idées sur le continent africain? Parce que c'est la meilleure façon de faire taire quelqu'un. Mais là où on se trompe, c'est que ces morts ont échoué. Les morts ont échoué? Non, ces morts... Assassiner ces morts a été un échec. Exactement, a été un échec. Pour la France? On ne peut pas considérer que c'est une totale réussite. De toute façon, regardez, on parle encore beaucoup de ces hommes. Ils sont encore très présents, ce sont des références. Des personnes se réclament de leurs pensées. Donc c'est raté. Alors après, évidemment, ce n'est pas le mainstream, c'est-à-dire c'est pas ce que tout le monde voit, mais il n'empêche qu'il y a des voix qui sont là pour dire regardez ce qui s'est passé, regardez ce qui s'est fait. Nous sommes là pour rappeler justement, à travers les colloques, les conférences, les livres, les témoignages, l'art, la musique. Je pense à Big Bassi par exemple, et son très bel album. On est là pour rappeler que ces personnes ont existé et que c'est un échec. Mais attention quand même. C'est une façon de tenir en échec aussi, le fait de continuer à parler, le fait de créer des mémoriaux, le fait qu'il y ait restitution par exemple d'un bout du corps de Lumumba. Voilà, c'est quelque part, vous voyez, j'estime qu'on est quand même dans une dynamique de revisibilité. Voilà. Je vais quand même prolonger un peu. Tenez, vous savez ce que c'est, non? J'ai pas mes... Alors, attendez. Ah, vous avez vos lunettes? Oui. Syndicat national des journalistes. Oui, carte d'adhérent. D'accord. Pour y adhérer au SNJ, c'est pas donné, hein? On a mis 1 an à enquêter sur moi pour que j'en sois membre. Est-ce que vous comprenez que des journalistes comme moi, on ne m'invitera jamais à ces sommets France-Afrique? On ne m'invite jamais, on ne m'invitera jamais. Vous avez compris? Oui. Ah, d'accord. Moi non plus, je ne suis pas invitée. Ah bon? On est bien fait pour être ensemble alors?
Non, moi, je n'ai pas été encore invitée en tous les cas. Oh ben, vous savez, pourtant ils me connaissent au Quai d'Orsay, hein, puisque j'ai été correspondant de Gabon Télévision en France 2 années, avec carte de presse fournie par le Quai d'Orsay, dans l'annuaire des journalistes correspondants de presse étrangère en France. J'y suis, il y a 2 annuaires là. Je peux vous montrer. Donc on me connaît au Quai d'Orsay, mais on ne m'a jamais convié à rien en France. Et même quand je fais la demande, on va me dire, vous n'avez pas une carte de presse classique? Ce n'est pas la carte de presse qui fait le journaliste. C'est le journaliste qui fait la carte de presse. Donc la seule carte de presse que j'ai demandée et obtenue à chaque fois, c'est celle de l'Union de la presse africaine. Car ce n'est pas la carte de presse sur le journal. Mais bon, vous voyez, je suis membre d'un syndicat même, mais ça ne suffit pas. Donc continuez de venir ici chez moi parler comme ça et envoyez-moi tous les autres historiens. Et pas que Pascal Blanchard qui ne me répond pas. Je ne comprends pas, Pascal, pourquoi tu ne me réponds pas? Réponds-moi, Pascal. Tu as fait un beau documentaire tout récemment. Miano a eu des choses à dire. Pourquoi tu ne me réponds pas? Benjamin Stora chargé par Macron. Pourquoi vous ne me répondez pas quand je vous envoie un truc? Pourquoi? Répondez, venez, nous expliquons qu'on se parle. Donc je vous remercie d'être venu à l'émission de ce modeste journaliste. Avec grand plaisir. On va dire un peu inquisiteur quelquefois, un peu subversif. Non, voilà. Je pense que non, pas vraiment. Je me suis pas sentie. Je ne me suis pas sentie sous le joug de l'Inquisition en tous les cas. Bon, tant mieux. Voilà. J'espère que ceux qui dirigent ce pays vous ont entendu. Bon, chers téléspectateurs, j'espère que ce programme vous a plu. Vous avez été dans le bœuf politique, historique ou bien histoire. Et notre invitée Karine Ramondi, que nous avons eu grand plaisir à voir, et vraiment revenez. Hein. Avec plaisir. Je reviendrai peut-être vous parler de mon travail sur les femmes, des leaders. Oui, ça c'est bien. Et de temps en temps, je pourrais vous inviter à chroniquer de ma côté. Oui. Des gens comme vous doivent être mis en lumière chaque fois. Je ne vais plus vous lâcher maintenant. Écoutez, vous êtes mal foutus. Merci. Donc, leaders assassinés en Afrique centrale 1958-1961, entre construction dite nationale, bon, c'est moi qui ajoute dite, hein, entre construction nationale et régulation des relations internationales, car pour moi, il n'y a pas eu de construction nationale, au contraire. S'il y avait des constructions vraiment nationales, on ne retrouverait pas un Malinké qui se retrouve de ce côté, son frère de l'autre, avec des frontières imposées. Donc ça, c'est... Ah, ça c'est un autre... J'ai d'ailleurs écrit là-dessus, sur le rôle de l'ONU dans la partition... entre le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone. Les institutions de l'ONU qui emploient des gens en Afrique ne veillent même pas qu'ils soient affiliés aux assurances sociales de ces pays-là. Hein? L'ONU, c'est ça. Bon, on se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, chers téléspectateurs, malgré la situation compliquée partout en Afrique noire francophone, car je ne connais pas un seul pays d'Afrique noire francophone où tout va bien. Si vous en connaissez, montrez-le-moi. Je pense que même en France, tout ne va pas bien. Même en France, déjà, tout ne va pas bien. La preuve, on risque d'avoir une Jeanne d'Arc avec un sourire bientôt au pouvoir. Malgré tout cela, gardons quand même la banane. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Je demande à JMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.